Salut à tous. Épisode 7 avec Lotto Soudal, c'est donc la fin du Giro 2020 avec Karl Friedrich Hagen en photo. Et en fait, on sait que c'était parti un petit peu dans un autre sens. Cette expérience sur le Giro m'aura appris pas mal de choses et je pense que la prochaine fois que je le jouerai, je saurai un petit peu mieux comment aborder pas mal de points qui sont délicats. Cette dernière semaine que je vais vous proposer là était précédée d'un épisode 6 dans lequel je vous avais résumé les étapes 10 à 15. C'est donc la deuxième semaine là que je résume assez rapidement. On avait dynamité la course en fait avec Tim Wellens qui se retrouvait après l'étape 9 où il avait récupéré 5 minutes au suite d'une échappée. Faut préciser qu'il était à plus de 9 minutes à un moment donné et donc il était plus du tout menaçant pour qui que ce soit. Il va être encore une fois laissé un petit peu de côté et il n'y aura pas de révolte de la part des favoris pour le général, essentiellement Simon Yates et Miguel Angel Lopez, ce qui fait que Wellens va prendre le rose de manière totalement surprenante, inattendue, etc., etc. On a ensuite donc vu l'étape 11 sur laquelle Iwan se faisait encore prendre, et après un gros joker que j'essaie de jouer, c'est sur l'étape 12. Voilà, j'en ai fait beaucoup avec la volonté d'essayer de faire perdre du temps à certains. On voit que Lopez, par exemple, était relativement en souffrance, peut-être parce que mal positionné sur certaines de ses difficultés. Ce qui est à noter, c'est que sur toutes ces étapes-là, on a très fréquemment des routes étroites. Et mine de rien, la route étroite, quelque chose qui reviendra tout à l'heure dans l'étape 16, la route étroite est un paramètre à prendre en compte si l'on ne veut pas se faire avoir. Hein. Et si on aperçoit Bob Jungels qui est allé chercher son étape magnifiquement, et derrière surtout c'était la perte de temps de Nibali, Lopez et Carapace. Carapace qui abandonnera peu de temps plus tard, victime de je ne sais plus quelle horreur, mais enfin voilà. Il a abandonné Carapace. Ewan a enfin gagné une étape, c'était la 13. Et le contre-la-montre de l'étape 14 s'avérera déterminant, en ce sens que Wellens fait une super performance et du coup renforce un petit peu son avance au général, qui devient quasiment inquiétante pour les gros favoris. Ensuite, on aura toujours Thomas de Ghent, hein, il faut le signaler. Qu'est-ce qu'il aura été présent en échappée? Alors là, c'est un départ un petit peu comme à l'accoutumée dans l'étape 15 de Lopez Higuita. Alors là, Sharman avait suivi, mais on sait qu'en général, ils sont accompagnés de Yates. Voilà, Sharman, comme à l'habitude, je dirais, va buter un petit peu avant les trois autres, qui sont clairement les trois meilleurs grimpeurs de ce Giro. Les trois, d'ailleurs, qui complètent le top 4 avec Wellens. Donc, les hommes forts, on les connaît, c'est ça qui est pratique. Sharman est très bien situé dans sa position de cinquième homme sur ce Giro. Et on aura comme ça une étape remportée par les échappés. En l'occurrence, c'était Pierre Latour qui s'est imposé face à Sivakov avec petite perte de temps pour Wellens. Et donc, le constat qui est Yates probablement favori. Qu'arrive-t-il à Lopez? Est-ce que Higuita sur la dynamique peut y arriver? Est-ce que Wellens va se débarrasser de cette horrible sinusite qui lui fait perdre un point dans toutes les notes puisqu'il n'est pas à 95% alors qu'il était correctement préparé? Ouais, elle va disparaître, je vous rassure. Elle va disparaître pendant le jour de repos. Tiens, justement, puisque après l'étape 15, on a un jour de repos, voilà. Ok. Donc, Wellens va mieux. Ça permet d'aller sereinement rejoindre l'étape 16. Étape 16 qui est peut-être la dernière sur laquelle il y a un petit coup à jouer peut-être. Hein, à voir. Attention, les resserrements de route à certains moments. Il y a peut-être un coup à jouer pour ce qui est non pas spécialement de la victoire d'étape, pourquoi pas, hein, ça on l'envisagera sur le final, mais surtout sur le plan du gain de temps au général, si on arrive à dynamiter la course, ce qui n'est pas forcément automatique, puisque les favoris, si on doit mentionner, quand je parlerai des favoris, je parlerai assez systématiquement de Lopez, Yates et Higuita, hein, d'accord, auront du mal à être
déboulonner, c'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'on va arriver à faire perdre du temps à quelqu'un? Là, s'il fallait en choisir un sur lequel il y a quelque chose à faire, c'est Yates, hein. Non pas parce que le profil y indique, parce qu'au contraire, Yates, si vous avez vu, il avait 3 étoiles dans l'annonce de la course, et il était considéré comme le plus grand favori pour la victoire d'étape. Donc, je suis pas en train de vous dire qu'il n'est pas à prendre au sérieux, bien au contraire, mais en revanche, il va falloir essayer de voir ce qu'on pourrait gagner vis-à-vis de Simon Yates. Il y a une bagarre à l'avant entre notamment De Gent et Visconti. Parce qu'en fait, je sens venir un scénario logique. Hein. C'est que Wayland s'avérera un petit peu trop limité en note de montagne, hein, pour rivaliser durablement avec Yates et Lopez. Donc, il peut espérer un podium, je dirais, Wellens. En revanche, moi, je veux pas rater l'occasion de gagner le maillot Azzurro avec Thomas de Gent. Donc c'est pour ça que je l'envoie beaucoup en échappée. D'ailleurs, c'est amusant. Des fois, il gagne du temps et se replace au général avec toutes ses échappées. On en reverra un aperçu dans l'épisode. Voilà, sinon les hommes forts, Adam Hansen, De Beut, ça c'est pour essayer de faire la jonction. Vous avez vu le rétrécissement ici de la route sur cette difficulté qu'on rencontrera 3 fois. Donc on a essayé de pas se faire avoir et on va regarder aussi si certains se font bloquer. Hein, parce que c'est ça le problème, c'est que vous avez des coureurs qui butent et qui donc vont barrer la route, entre guillemets, à des favoris. Et c'est ça le danger principal, c'est pour ça qu'il faut être à l'avant sur ces secteurs-là. Alors, je ne saute pas au plafond, hein, du fait d'avoir un tout petit peu pris quelques mètres d'avance comme ça sur certains. On a fait la jonction avec De Gent, c'est parfait. Après, qu'est-ce qui reste pour rouler efficacement? Le replat, en fait, est trop... la transition entre deux ascensions de cette difficulté-là, il est un petit peu trop long pour qu'il n'y ait pas l'IA en mode extrême qui s'agite dans tous les sens et qui, de manière supra-cheatée, je crois qu'on peut quand même le dire, mais en tout cas j'ose le faire, va revenir rouler sur vous sûrement en effort à 99 avec des ressources totalement insoupçonnées qu'ils ont dû avoir récupéré de la barre peut-être pendant la descente, hein, bien évidemment. Bref, ils se relayent tous, ce qui font qu'en fait ils vous reprennent quoi qu'il arrive, sauf si vous avez 3 rouleurs à 85, quoi, hein, j'exagère. Euh, donc finalement, il faut essayer de surprendre sur cette ascension, d'une part, voir si blocage il peut y avoir suite à un mauvais positionnement. En l'occurrence, ici c'est Wellens qui est très très brièvement mal positionné, ça m'énerve, parce que le boulot n'est pas fait. Allez, ça repart. Hagen a la forme ce jour-là pour essayer de dynamiter tout ça. Yates, il est dans un fauteuil. Hein. Il ne tremble pas une seule seconde, alors que c'est lui dont on pourrait éventuellement espérer qu'il craque, mais espérer, voilà, hein, c'est un petit peu comme jeter une pièce en l'air. Ça n'a pas beaucoup de chance que Yates craque là-dessus, mais voilà, sait-on jamais. Donc attention, regardez, ça, c'est un détail qui aura son importance. L'arrivée, elle est derrière, elle est sur faux plat montant, derrière une sacrée bosse, mine de rien, qui dure pas longtemps, mais qui peut bouffer de la barre. Attention, ça aura son importance. Moi, je suis absorbé totalement par la course ici et par la possibilité de faire une différence quelconque sur cette voilà, troisième ascension de cette petite difficulté. Tu en aperçois Visconti qui craque. La lutte pour le maillot Azzurro n'a pas tourné en défaveur de De Gent sur cette étape, hein, au contraire. En effort curseur, il avait réussi à glaner quelques points très très précieux. Allez, Hagen, vas-y, mon grand Sharpman Yates qui s'accroche. On n'arrive pas à faire de différence. Lopez est également présent dans ce groupe. Il y a juste Youngles en fait qui a été repris par cette accélération-là. Donc on évite de laisser la victoire à Youngles. C'est un petit peu involontaire. Et puis surtout ici, on va prendre des roues. Parce qu'en fait, Yates, se sentant très très fort, accélère. Donc Wellens calé dans la roue. J'ai mis Hagen dans la roue de Lopez. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, potentiellement, je laisse Sharpman y aller tout seul s'il souhaite partir. Mais en fait, erreur ou pas, j'y vais avec Tim Wellens pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'aller chercher cette étape et peut-être de marquer une petite différence. Sauf que voilà, j'avais oublié cet horrible boss. J'avais oublié cet horrible boss trop concentré sur autre chose.
En l'occurrence, ben, ce qui précédait, les positionnements, qui part, machin. Je me suis un peu fait avoir et je me fais contrer par Lopez pour la victoire. Alors Lopez, il est sur un nuage, hein. On est à l'étape 16 et lui, il est en plus 10 depuis le prologue, hein, de ce Giro. Donc un peu dur, celle-là, elle est dure à avaler. C'est pas tant le retour lié à la bonif de Lopez qui me dérange, même si chaque seconde pourrait compter, sait-on jamais. C'est plutôt le fait de ne rien avoir été capable de prendre à Yates, quoi, hein, à part une micro bonif. Donc pas terrible. Pas terrible l'opération sur l'étape 16. Je la mettrai un petit peu en parallèle avec l'opération réalisée sur l'étape 12. C'est-à-dire que dans les deux cas, sur une étape vallonnée, difficile et plutôt propice, il y a eu 0 gain pour nous. Et ça, c'est vraiment très très mauvais dans l'optique de la fin du Giro. Il fallait qu'il y ait un gain sur ces étapes-là pour pouvoir envisager sereinement la fin qui regorge d'arriver au sommet. On a déjà vu l'étape 15 où il y avait une très très belle arrivée au sommet. Et là, c'est reparti. 16. Je crois qu'il y aura aussi pardon, 17 ici, on est sur l'étape 17. Il y aura aussi l'étape 18 et l'étape 20 qui arrivent au sommet, l'étape 19 étant une étape plutôt réservée aux sprinters. Et bon, il faut voir un petit peu comment on est capable de gérer ça. Mais en tout cas, on n'a pas un matelas très important. Devant, toujours l'ami de Ghent, mais qui là s'est vraiment fait épuiser par le rythme, notamment mis par Sivakov. On a aussi Richie Porte dans cet échappé qui est manifestement en très bonne forme en cette fin de Giro. Il a peut-être son pic qui était un peu décalé. Toutefois, Bob Jungels également est au rendez-vous. Souvent dans les échappées aussi. Hein. Jungels de Ghent et Visconti sont les copains d'échappée de cette fin de Giro. Il y avait aussi, je crois, Valentin Madouas présent dans cette échappée. On va avoir une lutte en fait, hein, sur chacun des sprints, mais ce sont des ascensions qui sont tellement difficiles ici que qu'il faut surtout essayer de garder de la barre. Alors qu'on voit qu'à l'arrière, Zaitz, pour le compte de la Mitchelton Scott, avait emmené le peloton pendant un petit moment. Je reste très prudent avec De Gendt parce qu'il reste plus grand chose. Et je sais que là, pour le sprint, par exemple, ça va être très 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 difficile. Le sprint GPM va être quasiment intouchable. Sivakov est en forme exceptionnelle. Porte le suit dans un fauteuil. Mais De Gendt va aller, et ça c'est une très bonne affaire, gratter quelques points super précieux au sommet, ce deuxième sommet du jour. Donc le maillot Azzurro commence à pouvoir être touché du doigt. Et puis à l'arrière, on a un petit problème technique, c'est que les équipiers se sont fait complètement larguer. Bon, ils vont peut-être revenir. Il y a une énorme avance, hein, il y a une énorme avance pour l'échapper. Ça va peut-être aller au bout cette fois-ci, dans cette étape 17. J'essaye de faire revenir coûte que coûte mes équipiers Armé et Marchinski, qui sont un petit peu dans la panade suite à la deuxième ascension. Là, ça leur a coûté cher. On, on est du coup avec Wellens Hagen, c'est un petit peu short. Et je veux pas décrocher de Ghent parce qu'il y a des espoirs de victoire d'étape sur celle-là. Et puis hop là, allez, on reprend quelques points. Très très bien. On emmagasine les points par rapport à Visconti, notamment, c'est une bonne affaire. D'autres font les points, hein. Jungels fait les points, Sivakov s'est mis à faire les points GPM, mais sans pour autant qu'il y ait vraiment une menace sur le général du classement de la montagne, puisque De Gendt, lui, il les accumule depuis très très longtemps. Donc voilà, on a persisté. Et ouf, on a eu le retour de Marchinski armé. Alors devant, ça bouge, hein. Tout le monde a attaqué, sauf Sivakov et De Gendt, puisqu'évidemment, ça attaque à chaque fois que je suis sur le peloton. Ça attaque dans mon dos. C'est presque à croire, je ne vais pas devenir paranoïaque, mais que le jeu est codé pour attaquer dans votre dos, en fait. Vous allez voir, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc là-haut, situation serrée quand même, hein, dans l'échappée. Et pour ce qui est du peloton, ah oui, une tendance incroyablement nette. On a Van Garderen, on a Uran, on a Woods qui assez systématiquement durcissent la course. Et là, vous voyez, c'est un passage qui va m'énerver beaucoup, beaucoup. Parce qu'évidemment, pendant que je suis sur De Gendt, ça attaque derrière. Ok. Donc je me retrouve avec évidemment un trou à boucher, mais sans avoir pu l'évaluer tout de suite. Et puis pendant du coup que je vais m'occuper
de De Gent, parce qu'il y a peut-être une victoire d'étape à aller chercher ici. Hein. Faut pas rigoler. Hein. Il y a une victoire d'étape potentielle vu le reste de barre de Gent, même si Sivakov est présent. Donc lutte à 2 pour la victoire d'étape. Hein. Eh ben, à l'arrière, ça bouge pas trop encore, mais du coup, je vais quand même aller voir parce que je suis inquiet de l'écart qui peut exister entre Wellens et l'ami Yates et Lopez. Évidemment, du coup, c'est trop tard là-haut parce que Sivakov s'est déjà mis à sprinter et au sprint, il va plus vite parce qu'il a une note d'accélération qui influe sur le sprint en montée qui est supérieure à celle de De Gent. Donc, je me suis carotté une victoire d'étape qui aurait été une victoire de prestige pour Thomas De Gent et en même temps, je me suis fait surprendre. Ça attaque à chaque fois dans mon dos et ça se passe dans le dos. En fait, c'est à vous décourager totalement de mener deux choses en même temps. Hein, voilà. Est-ce que c'est fait exprès? On va savoir. Parce que le jeu aurait peut-être les moyens de créer une deuxième fenêtre qu'on peut ouvrir si on a deux choses chaudes à régler en simultané. On pourrait imaginer en tout cas un partage d'écran hein, sur ce coup-là. Mais peut-être que c'est fait exprès. Hein, c'est pour dire voilà, bah, les gars, si tu joues le général, eh ben, tu joues pas la victoire d'étape devant avec un échappé. Hein. Ça peut être une volonté, ou alors c'est pas du tout une volonté. Vous voyez, c'est ici qu'il fallait attaquer. C'est à 1 km et quelques qu'il fallait planter Sivakov avec une grosse accélération qui aurait emmené De Gent à la victoire sans nul doute. Et ça sera évidemment pas le cas. Victoire donc à côté de laquelle est passé De Gent. Elle me chiffonne légèrement. Wellens voit son avance évidemment réduire à peau de chagrin sur Yates et Lopez à l'aube d'une étape 18. Étape 18 avec une arrivée honnêtement moins difficile que la Chimacopi juste avant. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, Young Girls qui est dans l'échappée, Thomas De Gent, Landa, Sivakov. On reconnaît tout le temps les mêmes hommes, à part... Non, il y a quand même une originalité ici, c'est la présence de Landa et de Caruso, puisque Landa et Caruso sont, pour la première fois hein, dans ces échappées-là, je pense que c'est dû au retard de Landa au général. Il est top 10, mais il a un retard considérable, et de ce fait, il part en échappée, ce qui est tout à fait une logique de course, il n'y a aucun problème là-dessus, bravo. Mais du coup, ça fait avorter cette échappée. Il y a quelques hommes ensuite qui vont repartir. Voilà, j'ai dû beaucoup résumer. Hein. À chaque fois, ces étapes-là, à jouer, elles font 30 minutes, hein, voire un petit peu 35 minutes pour l'une d'entre elles. Donc les résumés, pour pas que ça dure 3 heures, c'est mine de rien, faire des choix et parfois passer à côté certains détails. J'essaie quand même d'en préparer un maximum et d'en préserver le plus possible. Je fais rouler ensuite, puisque De Gent est resté à l'arrière cette fois-ci, j'ai choisi de ne pas l'envoyer poursuivre l'échappée. Il est 8ème, il est dangereux au général, donc c'est pour ça aussi qu'on avait des difficultés par rapport à rouler derrière. Mais en même temps, il aurait pu être un leurre. Hein et épuiser l'IA, ça aurait pu être un choix, mais ça n'a pas été le mien. J'ai beaucoup galéré à envoyer mes types en échappée. Vous savez que j'aime bien sur PCM 19, 18, je faisais souvent ça, envoyer des types en relais pour plus tard, hein, pour le moment où l'ascension s'avère délicate pour le leader ou pour son lieutenant principal. On m'a énormément empêché de partir en échappée. Donc le jeu s'est opposé à ce que je cherchais à faire de nombreuses fois. Donc quelque part, bravo le jeu, hein, bravo le jeu. Pour ça que là, par exemple, sur ce Giro, moi je ressens absolument pas le besoin d'augmenter encore la difficulté. Là, on est en extrême. Il y a des gens qui parlent du 110%. Honnêtement, pas pour moi. Hein. Pas pour moi là-dessus, avec une équipe comme l'Auto Soudal. Je dis pas, si j'avais Ineos et Bernal, peut-être que j'aurais envie de jouer en 110%, mais là, faut pas rigoler non plus. C'est déjà suffisamment difficile, on n'arrive pas à prendre les échappées. Il faut s'accrocher en permanence pour essayer de sauver la mise, pour essayer de glaner des petites secondes. Allez, ici, c'est un passage qui m'a un peu aussi meurtri. C'est la manière dont Bettiol fait mal à tout le monde. On parle d'Alberto Bettiol, d'accord je comprends pas. Là, il faut m'expliquer des choses parce que Alberto Bettiol qui fait à ce point-là mal à tout le monde. Avant, en plus, Castana en rajoute une couche. Et surtout que le trio magique, Uran, Van Garderen, Woods, commence à nous faire mal avant quoi? Avant l'attaque d'Higuita, dans la roue duquel, évidemment, Lopez a sauté. On voit que Yates, sur ce coup-là, n'a
pas suivi. Hein. Yates suivra un tout petit peu après, ce qui ne change pas énormément de choses pour nous du reste, puisqu'il faut de toute façon être prudent dans la manière de monter. Elle est encore très longue, hein. Elle est encore très très longue. Donc à partir de là, ne surtout pas arriver en défaillance, quoi. C'est surtout ça le truc. Devant, ça se chipote entre Lopez et c'était Omen là qui était dans sa roue. Voilà, Omen qui. Est-ce que vous croyez que 2 secondes il va résister à Lopez durablement? N'importe quoi. Donc lui, il peut rien faire, Omen, face à Lopez. D'ailleurs, je me demande s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose à part Simon Yates quand même visiblement, mais même quoi, Higuita et Yates sont derrière Lopez et personne n'arrive à rentrer, même si Lopez a la cinématique légèrement proche de la défaillance quoi. En défaillance, de toute façon, à égalité, sur terrain montagneux, ce sera toujours Lopez qui gagne, hein, puisqu'il a la meilleure note en montagne, hein, il a 82, et puis il semble avoir une résistance de fou furieux quoi. En fait, c'est Wout van Aert dans le corps de Lopez montagnard. Voilà. Donc à partir de là, le mec est impossible à aller chercher. Il est très très bien parti pour la prendre celle-là parce que personne ne me paraît en mesure de rentrer. Regardez, Higuita qui commence à peiner, Yates aussi qui peine, et nous qui très très laborieusement essayons de recoller. Mais mon Dieu, que c'est difficile et que l'écart est délicat. Il y a Latour, Charman, Landa, Sivakov, c'est-à-dire en fait tous les seconds couteaux, il y a Solaire qu'on aperçoit juste après qui est en grande difficulté. Tous les seconds couteaux sont ensemble en vérité. Et devant, il y a les Cadors. Ben voilà, hein, Cador plus échappée éventuelle. Donc ben voilà, c'est la réalité de ce Giro, c'est tout. Hein. Et alors il y a aussi un fait à noter, que vous verrez aussi dans l'étape 20, assez probablement, c'est que il y a quand même un impact dans le fait que certaines notes soient cheatées sur cette database. Je vais vous expliquer lequel. Pour moi, le fait que Van Garderen et allez, je ne vais pas parler de Uran parce qu'il a encore montré qu'il était solide. Woods mérite aussi d'avoir quand même de belles notes, même si sur la World DB par exemple, il n'a pas les mêmes. Hein. L'impact de la très bonne note de Van Garderen, il est réel au final. Il est réel parce que du coup, Education First m'a mis la misère pour dynamiter la course et éliminer encore plus mes équipiers. Toujours ça précédait une attaque d'Higuita. Toujours. Et donc, le scénario un peu infernal, en fait, de cette fin de Giro et de cette semaine quand même particulièrement montagnarde, le scénario ne bouge pas, alors qu'on voit qu'on est en train quand même de rentrer là, hein, mais qu'est-ce que ça prend du temps, qu'est-ce que c'est difficile, mais on se rapproche. On se rapproche, on se rapproche, même si Lopez va s'imposer. Hein. On va pas se faire de, de faux suspense. Voilà, on va avancer un petit peu. Donc le scénario infernal est toujours le même. Education First qui durcit considérablement, Higuita qui part, et dans la roue duquel Yates et Lopez partent, sauf que eux vont plus loin en fait. Du coup, Education First, un peu les idiots de ce Giro, dans ce sens qu'ils font tout le boulot d'écrémage qui en fait bénéficie à Lopez et à Yates, hein, très clairement. Hein. Du coup, il n'y a pas vraiment je dirais une efficacité quoi, de la stratégie d'IF1. À part faire mal à tout le monde, je vois pas. Et à part favoriser la course de Lopez qui n'a besoin de personne, hein, et de Yates qui a une équipe autour mais qui n'est pas non plus phénoménale, ben on s'aperçoit que leur stratégie elle est plus mauvaise pour les autres quoi, hein, dont je fais partie. Vous avez vu donc au passage, je l'ai pas commenté, mais on a sauvegardé le maillot rose pour 6 secondes et 8 secondes, ce qui est donc peanuts. Hein, donc on est au bord du craquage total. Hein, ça se passera probablement à l'étape 20 parce que je vois pas comment on peut garder 6 et 8 sur Lopez et Yates dans le désordre sur une étape pareille. Et par contre, quand même, allez, respiration, dernière étape pour les sprinters sur ce Giro. Il y en aura eu quand même un certain nombre, hein, au final. Hein. Il y en a, on comprend que certains sprinters choisissent le Giro IRL parce que ce Giro leur permet d'envisager la victoire d'étape un certain nombre de fois. Et on comprend aussi Peter Sagan qui a voulu y aller. D'ailleurs, et c'est marrant, il est présent là sur ce Giro. Par contre, on a eu presque l'impression qu'il n'était pas sur la course. Hein. Tellement il n'a pas joué un rôle majeur. Je crois même pas qu'il a gagné la moindre étape, hein, je crois bien. Peter Sagan
un peu en perdition hein, sur ce Giro. Ça se trouve, ils l'ont aligné, Boransgreux, mais en fait, ils ont oublié de lui mettre un pic, ou je sais pas, enfin, un peu, euh, un peu surprenant la manière dont ça a été géré. Toutefois, bon, moi, je vais essayer de durcir beaucoup, parce qu'en fait, c'est ma dernière opportunité. Et quand je vois que Yates et Lopez, même quand on durcit, même quand il y a du vent, il n'y a aucune cassure subie par ces deux-là, de la part de Yates, à la limite, je le conçois plus facilement. De la part de Lopez, qui a moins de 70 en pleine, là, c'est aussi des choses bah voilà, qui sont un peu tristes quoi, à avaler. Et non, nous n'avons pas les moyens de faire une différence. Point. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Puis cette fois-ci, je vais utiliser une autre stratégie pour le sprint. Je vais me caler dans la roue de Gaviria. Voilà. Je vais arrêter de faire mon train-train là, qui, euh, qui n'a pas réellement fait ses preuves. Le train de l'Auto-Soudal n'a pas fait ses preuves pour ce qui est d'emmener Iwan à la victoire. Regardez par contre comment le fait de prendre la roue paye. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, si on, si on fait ce que je me refusais à faire, hein, c'était un choix, hein, à savoir de plutôt privilégier la roue d'un excellent sprinter, ça avait viré sur Nizzolo après Gaviria, là pour Iwan, mais même ça avait suffi pour gagner, mais très largement, quoi, parce que gagner un sprint comme ça, c'est gagner un sprint très largement. Donc rien que l'accélération de la note de sprint de Iwan font qu'en fait on pourrait les rafler toutes si on jouait comme ça. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de mystère là-dessus. Allez, on y arrive. Étape 20, arrivé au sommet à Sestrières, après donc bah, des difficultés, je dirais, conséquentes. On se fait pas d'illusions, hein, c'est probablement le jour de l'enterrement des espoirs de Tim Wellens. Vous voyez, j'ai déjà envoyé Hansen à l'avant, j'essaie d'envoyer Marczynski. En fait, j'essaie d'envoyer des types pour qu'ils devancent la difficulté. Sander Armé, j'essaye également. Chaque fois, c'est repris par un improbable Astana. Bref, on a compris. Astana et Mitkelton Scott verrouillent la course, ce qui est réaliste hein, du reste. Mais moi, j'arrive même pas à prendre, à envoyer 2-3 types en échappée comme je l'ai fait de nombreuses fois. Donc c'est là que je dirais, soit mes gars sont pas assez forts pour le faire, j'en doute. Hein, honnêtement, ils ont les notes pour partir hein, et le retard au général. Soit je l'ai peut-être pas fait au bon moment, ce qui est peut-être envisageable, soit le jeu a progressé et ne laisse pas le joueur mettre en place une stratégie qui peut faire très très mal ensuite, quoi. Hein, vous voyez. Donc je penche pour un mélange de la deuxième et de la troisième, mais quand même plutôt la troisième. À mon sens, il y a eu progrès aussi à ce niveau-là. Ils ne te laissent pas prendre l'échappée. C'est limité en termes de nombre de types qui peuvent partir à chaque fois. C'est assez réglementé, je dirais, par le jeu. Donc, ça évite toute stratégie d'équipe. Voilà, c'est ça le problème. C'est là que je veux en venir. C'est-à-dire que euh, lancer un truc totalement dingue à 60 ou 80 bandes de l'arrivée, ben, je peux pas. Je peux pas. J'ai pas de soutien à l'avant. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se produise pour Tim Wellens Il va se retrouver encore à éclater encore beaucoup plus que Lopez et Yates. Ce qu'on veut, c'est évidemment la stratégie habituelle. Esseler les Yates et Lopez. À la limite, ça c'est faisable, même si Nieve pour le compte de Yates et Issaguirre peuvent être parfois assez présents dans les derniers moments. Mais on peut les faire sauter, il n'y a pas de problème. On peut les faire sauter. Tiens, regardez comment Lopez attaque loin. C'est énorme. Lopez qui attaque très très loin, qui va seul d'ailleurs. Cette fois-ci, Yates n'a pas suivi, Higuita non plus. Mais Lopez n'a besoin de personne. Il a besoin de personne sur ce Giro. Là, on a un peu de chance parce que quelque part, il y a eu d'abord Nieve qui a roulé, ensuite Latour aussi, IF1 là, qui s'occupait d'essayer de ramener Higuita. Mais du coup, on a mangé. On a mangé sur la cassure. On s'est fait démonter. Lopez rejoint par Higuita et, et Lopez. On voit Wellens dans un deuxième groupe, toujours pareil, avec Sharpman. Bon, Higuita qui sort, mais on est très très loin de l'arrivée. Hein. On est très très loin. Il y a encore deux ascensions, certes moins importantes, mais après celle-là, quoi. Donc la course vraiment a explosé hein, sur cette étape 20, avec donc Simon Yates qui est au niveau de Wellens. Il est en train de craquer. On sent la fin de Pékin pour Yates. Après, j'ai envie de dire, Yates qui craque à la fin d'un Giro ultra réaliste. C'est un peu remuer le couteau dans la plaie des supporters de Yates, mais je devais la faire. Higuita
Lopez, Latour sont en tête, et derrière, il y a un groupe avec Wellens et Yates, mais surtout, encore derrière, j'essaye de faire revenir Hagen ainsi que le ainsi que j'ai eu un trou. Voilà, et donc de Ghent, hein, probablement. Et ben voilà, ici, là, le col de Montgenèvre. Et ouais, parce qu'en fait, elle était beaucoup en France, cette étape-là. Il y avait un enchaînement col de l'Aniel, c'était la première difficulté du jour. Il y avait également le col de l'Isoard juste après. Et là, c'est la montée du col de Montgenèvre, sur lequel on n'est pas d'ailleurs en souffrance maximale, parce que Lopez et Higuita ont été repris. J'étais plutôt content, moi, au moment où je les vois partir de très très loin. Je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. À la limite, Pierre Latour, mais vas-y mon grand, hein, te gêne pas, il n'y a pas de problème. Derrière, ça a du mal, ça laisse Latour plus ou moins partir. Et regardez, on aurait presque les moyens, si on voulait, ici, de faire une différence avec Wellens. Une micro-différence, mais dans la descente, par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Mais je vais pas le faire, parce qu'il y a encore la montée vers Sestrières. Il y a encore la montée vers Sestrières. J'ai envie d'essayer de sauvegarder mes petites secondes, là. Parce que sinon, je sais que je vais me faire croquer dans la montée. Et ça y est, Lopez qui part. Qui part dès le début de la montée vers Sestrières. Voilà, bah, ce sera dur à reprendre, hein, faut pas se mentir. Yates qui essaye aussi d'y aller. Higuita, Landa finit bien. Hein. Il finit de belle manière ce Giro. Lopez est repris. Et Lopez sera repris. On a réussi à reprendre Lopez. On a réussi à rester avec Yates. Donc, ça sent pas mauvais. Ça sent pas mauvais. On est au contact. Sauf qu'il n'y a plus de barre. Il n'y a plus de barre du tout. Et on n'est pas loin du sommet. En fait, on est très 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 proche du sommet. Regardez, cinématique de défaillance pour Lopez, d'accord, et cinématique qui n'indique pas grand chose pour Yates. Pareil, cinématique de défaillance pour Higuita. Tiens, Lopez continue, lui il est en défaillance, mais il continue, il a un moteur, il n'y a pas un moteur, il en a 15. Higuita s'impose au sommet, moi ça me va tout à fait, mais c'est ça qui va faire mal. Ça là, voilà. Sur la relance, bam, vas-y, mange-toi l'écart. Et il fait mal. Hein. Donc, il aura manqué quoi au final? Bah, plus 4 de forme du jour à la place de plus 3. Voilà, c'est tout. Moi, je vous le donne en mille. Hein. Donc, ça se joue sur un coup de dé. Ce Giro se joue sur un coup de dé. Parce que jamais Wellens aurait subi de la même manière la toute fin s'il était à plus 4 plutôt que plus 3 ou même plus 5 plutôt que plus 3. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça bascule sur rien. C'est aussi ça qui est sympa. Hein. C'est que on a un Giro donc qui aura eu beaucoup de suspense. J'ai fait mes petits tests là, vous voyez, 74, 75, 76, qu'est-ce qu'il faut faire, comment tu termines, est-ce que tu bouffes toute ta barre. Bon, j'ai essayé de faire mes petites recherches avec les équipiers, hein, un petit peu comme d'habitude. Puis surtout, voilà, on va voir ce prologue qui doit livrer son verdict, puisque l'écart entre Yates et Lopez est de 2 secondes, ce qui veut dire qu'on va avoir le vainqueur du Giro sur ce chrono, qui est plat, hein. Pour le coup, il est désespérément plat. Donc, de deux choses l'une, soit vous suivez le cyclisme, soit vous le suivez pas. Si vous le suivez pas, je vais juste vous dire un truc. Je pense pas que sur un prologue plat, Lopez soit au-dessus de Simon Yates. Voilà. Mais ce n'est que mon modeste avis. Je pense pas non plus que Wellens soit inférieur à Lopez sur un prologue plat. On est d'accord? Ok. À partir de là, on va regarder ce qui se passe. On va regarder ce qui se passe et on va essayer d'évaluer quel était le bonus en forme du jour de Lopez ce jour-là. Parce que oui, je tue le suspense dès la 33e minute et 46 secondes. Lopez va s'imposer de manière très très nette. Il va pas gagner l'étape, hein, mais il va éclater Yates et Wellens aussi. C'est ça qui m'a. Battre Wellens, ça me tue en fait. Sur ce prologue-là qui est plat, désespérément plat, regardez déjà le premier intermédiaire est en faveur de Lopez. On va le voir dans quelques secondes, il est à 15 secondes. Moi, je ne peux pas considérer que Lopez batte Wellens sur ce parcours-là. Voilà. Après 48 secondes, je sais très bien que je les aurais jamais récupérés, quoique sur une défaillance, mais ça paraît un peu court pour avoir une défaillance. 48 secondes, je voulais pas les récupérer. J'avais bien compris que la sentence, elle s'était faite au sommet de l'étape 20, juste avant l'arrivée, sur la ligne d'arrivée. Mais par contre, se faire battre par Lopez sur CLM plat, voilà,
qui d'ailleurs est compté par le jeu comme prologue, hein. Mais ce qui est choquant en fait, c'est que la note de plaine n'est pas prise en compte. Il suffit de lancer le jeu, hein, et de voir quels sont les favoris du jour. Plaine n'était pas une note qui était mentionnée. Du coup, Lopez va s'imposer en allant chercher en plus une 10e place totalement improbable sur ce chrono. Enfin voilà. Je sais que Lopez roule de mieux en mieux, hein. Attention, hein, je ne vais pas critiquer aveuglément. Mais il bat pas Wellens sur un prologue de plat de 15 bornes. Enfin, je vais pas m'en remettre de ça. Euh, bon, de peu, mais même, quoi. Il doit pas jouer dans les mêmes secondes. Bref. Et Yates se fait carotter aussi à la fin. Victoire donc de Miguel Angel Lopez. Par contre, autant je signale ça, autant sur la globalité du Giro, Lopez le mérite 1000 fois. Alors là, le mec il gagne quand même 5 étapes, il est énorme, hein. Il est monstrueux à chaque arrivée au sommet quasiment. Il a dominé ses rivaux de la tête et des épaules. Donc pas une seule seconde je remets en doute la domination de Lopez et le caractère mérité. C'est juste sur quelques détails que je suis saoulé. Franchement, que j'ai été saoulé. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on a eu un Giro avec des vainqueurs d'étape plutôt prestigieux, qui était quand même riche d'enseignements, qui était ultra positif pour même pour l'équipe, hein, bien sûr. Et je vous dis à quelques temps pour la suite des aventures. Bye bye.